Je suis donc Magnus Landgren, je suis photographe et auteur, particulièrement la photographie sous-marine qui est ma passion. Je fais également beaucoup de communication sur la conservation de la nature et également beaucoup d'aventures en nature. C'est cela mon travail. Et je fais cela depuis très longtemps et je n'ai pas l'intention de changer. Pour vous donner une idée, comme je l'ai dit, je fais beaucoup de photos sous-marines. Voici ici une photo prise aux Bahamas. Donc, un requin marteau, c'est moi qui suis en photo, mon ami, pardon, qui est en photo dans l'eau, mais c'est moi qui ai pris cette photo. Voilà à quoi ça ressemble lorsque je fais des photos sous-marines, pour vous donner une idée. C'est un requin marteau. Je suis également impliqué dans d'autres projets, notamment avec différents projets, comme par exemple les projets des merveilles sauvages en Europe, en Chine, et d'autres livres, d'autres projets comme des expositions, la communication concernant la vie sauvage, la conservation de la nature. Voilà un petit peu ce que je fais pour vous donner une idée. Alors, le début, l'historique de ce projet de l'Europe à la rame avec Christophe Gruau, qui est celui qui va donc ramer depuis Varsovie jusqu'à Paris, du 1er mai au 18 juin. C'est vraiment lui qui a lancé ce projet, l'Europe à la rame. Je le connais depuis quelque temps déjà. Nous avions fait des choses ensemble en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Et donc, c'est le type de bateau qu'il va utiliser pour naviguer sur les fleuves et les rivières d'Europe. Voici la carte de son itinéraire pour vous donner une idée de ce qu'il fait. Vous voyez donc qu'il va commencer le 1er mai, tout à droite de l'image. Il va traverser l'Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique et jusqu'à Paris. Il a trouvé une voie navigable pour pouvoir donc naviguer tout au long du trajet. Vous voyez les différentes couleurs en bas. C'est son parcours avec les courants. Les courants, c'est les courants un peu plus violents en rouge, en vert. Il n'y aura pas de courant en bleu. C'est avec les courants aussi. Voilà un petit peu donc son parcours. C'est vraiment un projet formidable. Alors, lorsqu'il quittera Varsovie pour venir jusqu'à Paris, il va traverser beaucoup de domaines naturels, beaucoup de rivières. Il va également naviguer sur des canaux qui sont proches de la nature, où on trouve beaucoup de biodiversité et de régions de réensauvagement. C'est ce qu'il va traverser. Avec mon collègue Stéphane, nous allons nous partager 2 missions chacun pour pouvoir photographier ce qu'il va voir autour de ces régions qu'il va traverser. Alors, le concept de traverser ces rivières dans différents pays est quelque chose que nous avons en commun et nous partageons cette responsabilité. Et parce que ce qui va se passer va peut-être affecter ce qui se passe le long du chemin. Donc, c'est vraiment un concept pour dire que l'humain a du mal à gérer lorsqu'il y a une copropriété, quelque chose que nous faisons ensemble. Donc, c'est un aspect important aussi de ce projet que nous co-gérons, que nous co-dirigeons. La photographie naturaliste, alors j'ai fait beaucoup de photos de la nature et j'essaye de voir ce que je peux trouver dans la biodiversité, dans la vie sauvage. Ici, c'est une photo que j'ai prise lors d'une autre mission pour montrer que la photographie a beaucoup à voir avec les opportunités que nous saisissons et les capacités ou les compétences, mais
même si cela est le produit de recherche d'abord, il faut aussi bien sûr ensuite trouver le bon moment et le bon endroit pour faire la photo. Et ce n'est pas donc les compétences et les opportunités et la recherche, c'est beaucoup de travail également pour photographier la nature. Et parfois nous échouons, parfois nous réussissons. Ce n'est pas toujours facile de planifier à l'avance à quoi cela va ressembler, mais plus vous faites des missions de ce type, plus vous vous améliorez, plus vous savez comment vous adapter aux situations. Ici, donc, c'est une photo d'une grenouille et j'utilise cette photo parce qu'on la voit sous l'eau et au-dessus de l'eau. C'était une photo très difficile à prendre. Si on n'est pas préparé, on ne peut pas le faire. Voilà donc une photographie de la nature. Ces deux missions dont je parle étaient des missions pour lesquelles je devais faire un travail sous l'eau parce que je suis donc un photographe sous-marin. Lorsque je choisis les lieux où je vais aller, je dois savoir à l'avance si ces possibilités seront présentes ou pas. Les gens ne connaissent pas tellement ce sujet, c'est très difficile. On doit toujours décider ou deviner ce qu'on doit faire. Alors, avec la photographie sous-marine, c'est que la vie sauvage, vous pouvez l'approcher de près et c'est beaucoup plus facile de le faire sous l'eau que sur l'eau. Vous avez peu de temps, vous devez plonger, peut-être 60 minutes pour travailler et la visibilité n'est pas toujours là. Est-ce qu'on peut voir de très loin ou pas? Ça dépend. Et je vous en parlerai également. Voilà. Avec toutes ces informations, j'ai dû choisir deux lieux où je devais prendre des photos, où je pensais avoir une chance de pouvoir faire quelque chose qui pourrait être utile justement pour ce projet. Voilà. Le premier lieu que j'ai choisi, alors Havel, d'abord, c'est un lieu que Christophe va traverser. Si vous regardez la ligne bleue, vous voyez le canal, si on voit un peu plus au milieu de la carte. Ensuite, vous voyez donc le numéro 1, le cercle avec le numéro 1. C'est là où Christophe va passer. C'est là où se trouve le Havel inférieur. C'est le lieu où je veux aller prendre des photos. Deuxième lieu, c'est le delta de l'Oder, c'est numéro 2. C'est assez loin, finalement, de là où Christophe va passer. Il va être beaucoup plus au sud. Vous voyez qu'il viendra par la ligne jaune. Il va descendre à Odra, qui est donc la rivière, vers le sud. Mais si on suit cette rivière, on va arriver au delta de l'Oder. C'est là où le fleuve se jette dans la mer et c'est à peu près la même vie sauvage que l'on retrouve un peu plus bas. Donc, c'est pour moi l'occasion de photographier ce qui se passe là-bas. Donc, j'ai décidé d'aller au numéro 3, au point numéro 3, pour prendre des photos qui sont en lien avec cette rivière de l'Oder qui va être traversée sur laquelle plutôt Christophe va naviguer. Ensuite, le point numéro 2, c'est le début de l'autre rivière que je veux aussi visiter parce qu'il y aura plus de visibilité. Donc, pour les photos qui seront sous-marines, ce sera au niveau de l'emplacement numéro 2 et 1 et 3, ce sera en surface. Voilà un petit peu le contexte. Alors, qu'est-ce que j'ai découvert? Je vais vous dire un petit peu ce que j'ai découvert et ce que j'ai trouvé d'intéressant dans ce système et de ces rivières que nous allons traverser. Ici, c'est à la Havel inférieure, qui est un lieu entouré de terres agricole. Vous voyez beaucoup de cultures.
Et c'est la région la plus importante de ce type en Europe centrale. Ce sont des marécages. Vous voyez donc la rivière qu'on voyait tout à l'heure sur la carte, un peu comme une autoroute, si vous voulez, pour la nature, pour les poissons, pour les plantes, pour les sédiments, pour beaucoup d'éléments, mais également pour les hommes, les humains. Nous voyons des bateaux, mais c'est donc une voie navigable. On pourrait l'utiliser donc ou l'appeler comme une autoroute navigable et qui rejoint l'Elbe et ensuite qui continue jusque dans la mer du Nord. Ça va dans l'autre côté vers la mer du Nord ici. On voit ici comme une mosaïque, des eaux en mosaïque, c'est ce que j'appelle des eaux en mosaïque, c'est-à-dire beaucoup de petits affluents, petites criques, petits lacs, petites mares qui sont connectés à cette rivière. Et c'est ce qu'on essaye finalement de rendre sauvage à nouveau. Et j'en parlerai tout à l'heure. Ici, vous voyez un des tributaires. C'est une photo qui est prise d'en haut à partir d'un avion. C'est de là qu'a été prise cette photo. Vous voyez beaucoup de personnes qui vivent là, qui vivent tout proche de la rivière et également des cultures. C'est un lieu très, très agréable. Que ce soit en Allemagne aussi, les gens qui aiment être proches des points d'eau pour être à l'extérieur. Vous voyez ici une petite crique. Vous voyez également des petites barques que les gens utilisent pour aller simplement naviguer sur l'eau ou aller à la pêche. Ça, c'est une des grandes valeurs de ces voies navigables. Ce sont des lieux de récréation, de pouvoir se reconnecter, des lieux où on peut se reconnecter avec la nature. J'ai trouvé également autour de Havel beaucoup de champs avec de l'herbe sauvage, des fleurs, pas des terres de culture, mais plutôt des prairies. Ça, c'est une plante chicorée, cette plante bleue, la chicorée, qu'on a utilisé dans le temps pour la cuisine également. Mais la biodiversité de ces prairies est très importante autour de ces rivières. Et la biodiversité contribue à la variété donc de la vie, la variété des rivières, la variété, c'est vraiment, c'est comme un pacte de stabilité pour la nature. C'est comme cela que le système peut être stable. C'est quelque chose que nous devons chérir, c'est quelque chose dont nous devons prendre soin. Dans la rivière, il y a beaucoup donc beaucoup d'animaux différents, de plantes différentes, de biodiversité. Un des animaux les plus incroyables ou insectes, c'est ce que, à mon avis, c'est les libellules. Ce sont les libellules. Voici deux libellules, un mâle qui est en haut et une femelle libellule qui sont en accouplement. C'est le mâle qui est en haut, qui a comme quelque chose au bout de son aile pour tenir la femelle libellule. Une fois qu'ils se sont accouplés, ils vont continuer de voler ensemble et elle va déposer les œufs dans la rivière. C'est ce qui se passe en fait à ce moment-là précis. Donc c'est très difficile de saisir un tel moment, ça va très vite. Les œufs sont déposés dans la rivière et lorsque les œufs éclosent, la larve reste dans la rivière pendant un certain temps. Ça dépend de la température, bien sûr, de la rivière, parfois même plusieurs années, selon l'espèce. Et lorsque la larve pense que c'est le temps de devenir libellule, eh bien, elles sortent de la rivière et commencent par voler, commencent par trouver leur propre chemin. Donc, ce sont des insectes qui vivent sous l'eau et dans l'eau en même temps, dans l'air en même temps. Vraiment des créatures tout à fait fascinantes. À Havel,
J'ai vu beaucoup de lacs qui sont reliés les uns aux autres. Ça, c'est Gulper, le lac Gulper, qui est proche de la rivière Havel, là où je suis restée. C'est peu profond et la moitié de la rivière vient dans ce lac. Beaucoup d'eau de la rivière coule dans ce lac. Beaucoup de plantes également y poussent. Ce n'est pas très profond et vous y trouvez différents oiseaux qui aiment s'y réfugier. C'est un lieu sûr pour ces oiseaux. Et j'ai trouvé dans un coin du lac, il y avait presque 1 millier de ces oies grises qui se reposaient. Beaucoup d'oies. C'était magnifique de voir comment ce lac pouvait supporter autant de biomasse, autant de vie sauvage. Ces oies aiment se retrouver dans ce lac pour être en sécurité et elles vont simplement manger de l'herbe comme les chevaux. Elles mangent de l'herbe tous les jours. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de nutriments dans l'herbe, donc elles peuvent en manger toute la journée, un petit peu comme les chevaux. J'ai trouvé quelque chose d'intéressant concernant ces oies. J'ai lu que 14 à 20% des paires d'oies sont en fait des paires d'oies homosexuelles du même sexe. Les gens ne pensent pas que l'homosexualité existe dans la nature, mais j'ai trouvé ça intéressant, ça existe. Donc des couples en fait, des couples qui sont ensemble de même sexe. Je ne sais pas pourquoi je vous le dis, mais c'est un fait. Ici, vous voyez la rivière Havel. À nouveau, vous voyez comment les hommes ont cherché à redresser la rivière pour qu'elle soit droite. Je ne sais pas vraiment comment l'expliquer ici, mais est-ce que vous voyez ici le virage qui est sur votre gauche, qui va autour et qui retourne ensuite dans la rivière principale? Ça, c'est le virage naturel, si vous voulez. Ce que vous voyez tout droit, c'est ce que les hommes ont fait. Et ça a été fait pour la navigation, pour faciliter la navigation, pour éviter justement de prendre ce virage. Mais le rensauvagement qui a lieu en ce moment dans cette région, c'est de réouvrir justement ces virages ou ces courbes pour pouvoir les réensauvager. L'eau y passe très rapidement. Et puisque lorsqu'ils ont fait cela, ils avaient fermé cela, eh bien la biodiversité avait diminué. Donc à présent, l'idée est de rouvrir ces courbes pour qu'il y ait à nouveau la vie sauvage. Nous continuons. Ici, j'ai trouvé des grenouilles. J'y étais au mois de septembre, donc à l'automne, qui est une période très active pour les accouplements des espèces de grenouilles qui sont beaucoup dans l'eau, qui passent tout l'été quasiment dans l'eau, qui sont nées végétariennes. Elles sont petites, elles sont végétariennes. Elles sont comme dans l'eau, elles nagent, mais par la suite, elles deviennent carnivores. Elles commencent par manger des insectes et c'est ainsi qu'elles deviennent des grenouilles ou des crapauds. Lorsqu'il n'y a pas beaucoup de nourriture, cette grenouille peut être cannibale et manger quelqu'un de son espèce s'il n'y a pas suffisamment de nourriture. Voilà, ça c'est des espèces quand même assez rudes. C'est une grenouille verte que vous voyez ici, qui est une espèce hybride entre deux espèces de grenouilles. Alors, les grenouilles ont besoin d'eau qui soit peu profonde pour pouvoir se reproduire. Lorsque vous commencez par chercher dans un domaine, vous commencez par créer en fait des lieux comme ceux-ci où il y a peu d'eau pour permettre la reproduction des grenouilles.
Et les grenouilles aiment aller dans ces mares peu profondes parce qu'il n'y a pas de poissons, justement. Ce sont donc des mares qui sont sans poissons. Aucun poisson ne peut vivre dans ces eaux si peu profondes. Et avec la pluie, l'eau revient. Et lorsque les grenouilles veulent poser leurs œufs, elles ont beaucoup plus de chances de survivre lorsqu'il n'y a pas de poissons dans les horizons. Donc, c'est pour ça qu'elles aiment aller dans ces mares. Alors, j'étais dans cette région à l'automne. Ce n'était pas la saison des oiseaux encore, mais vous voyez ici quelques cygnes avec leurs petits qui sont déjà grands. C'est des petits cygnes qui sont nés au printemps. Ce que vous voyez derrière les roseaux, toute la végétation est très importante dans ce lieu et très productive également. Et je me suis rapprochée pour voir ce qui s'y passait. Ça, c'est sous l'eau. Vous voyez donc un brochet qui est tout jeune et qui est donc au fond de l'eau. C'est un lieu où il y a beaucoup de brochets, c'est très peuplé, beaucoup de poissons s'y trouvent dans ces eaux. Un soir, je suis sortie pour voir si on pouvait encore trouver quelque chose. Et les oiseaux volaient vers le sud, les grues qui volaient vers le sud et qui aiment rester également proches de l'eau le soir pour pouvoir se poser. Cela les protège des prédateurs. Donc j'étais là le soir pour prendre quelques photos et j'ai vu tout d'un coup quelque chose qui nageait. Je ne savais pas trop ce que c'était. Ça s'est produit naturellement. Ce n'était pas une recherche que j'avais faite. Je ne m'attendais pas à voir des castors. Ça ressemblait vraiment à un castor parce que là, j'ai découvert c'était un nutria. C'est une espèce qui vient d'Amérique plutôt, mais maintenant qui est très bien établie en Europe. C'est une de ces espèces qui est devenue très commune maintenant en Europe, une forme de castor qui a été introduite par les chasseurs pour la chasse à cause de leur fourrure. Donc, c'est un animal végétarien qui mange beaucoup de roseaux, qui mange beaucoup d'ailleurs, et qui peut créer parfois des problèmes parce qu'ils vont ravager tout un champ. Ils mangent à peu près 25% de leur masse corporelle par jour. Ils vivent en petites familles. Ici, vous en voyez deux jeunes. Le plus jeune ou le plus proche mange quelque chose, tient quelque chose dans sa bouche. Ils sont très mignons. Ils sont tout à fait adorables. Je les ai étudiés pendant de longues journées. Je pense que ce sont des sujets vraiment d'études très, très intéressants. Ça, nous ne pouvons pas réparer malheureusement les dégâts que l'homme a causés. Ici, vous voyez donc un portrait un peu plus proche du nutria qui aime également manger de l'herbe. Ils ont 4 dents incisives qui continuent de grandir tout au long de leur vie. Et à l'intérieur, il y a 20 autres dents. Pourquoi ces dents sont-elles oranges? C'est la pigmentation qui est due au fer à cause de l'environnement. Ils sont également des indicateurs du réchauffement climatique. Plus la température augmente, plus ils remontent vers le nord. Peut-être qu'ils vont même arriver jusqu'en Suède, là où moi j'habite. À Havel, j'ai également découvert cette espèce qui est vraiment intéressante.
C'est un genre de crabe ganté chinois, qu'on l'appelle ainsi. C'est probablement propagé dans les années 900 avec les bateaux qui arrivaient de l'Asie, la Chine de l'Asie, pardon, le sud de l'Asie, au travers de la larve de différents animaux qui ont été ensuite introduits dans différentes régions d'Europe. On en a beaucoup en Europe et en Allemagne notamment. Il y a beaucoup de plaintes parce que ces insectes ou ces animaux détruisent beaucoup de choses, de récoltes. Ici, on voit ce qu'on appelle la laine. Donc, le crabe, on l'appelle en allemand ou en suédois le crabe ganté. Il y a comme une fourrure qui les recouvre. Ici, une photo qui est également proche de la région de Havel. Il y a un barrage qui est là pour stopper l'eau, l'écoulement de l'eau, pour garder l'eau dans une sorte de réservoir. On voit sur le côté du barrage qu'il y a un laboratoire de poissons. Et c'est quelque chose qu'on devrait avoir dans toutes les rivières. Il y a comme des petits ponts que les poissons doivent enjamber ou sauter pour permettre aux poissons de pouvoir monter et redescendre la rivière. Et les poissons migrent par la rivière beaucoup plus qu'on ne l'imagine. Pas simplement pour remonter la rivière et se reproduire, ils le font bien sûr, mais ils vont également dans d'autres régions pour avoir de meilleures nourritures, meilleures conditions, que ce soit de la qualité de l'eau, de la qualité de la nourriture. Donc, ils peuvent remonter, redescendre. La rivière, c'est un problème important. Lorsque nous avons des barrages ou des blocages le long des rivières, ça empêche les poissons de circuler librement. C'est une photo que j'ai prise en Norvège, mais c'est pour expliquer le problème des saumons rencontrés à cause des différents barrages. Cette photo également n'est pas prise lors de cette mission, ça c'était dans un aquarium, c'est une autre espèce, mais ce sont deux espèces qui rencontrent beaucoup de problèmes de nos jours à cause des barrages ou des blocages qui peuvent se trouver sur les rivières. Ce sont les deux espèces les plus connues qui rencontrent ce genre de problème. Il y en a d'autres également. Dernière photo prise à Havel. Ici, il y a cette couleur, c'est-à-dire qu'il y a trop de nutriments dans la rivière. Voilà, donc une nitrification qui peut être causée par les engrais, par exemple, ou les égouts, des déchets qui viennent dans l'eau et qui créent cela. Et cela devient phosphore et il y a trop de nutriments également. C'est bien sûr très dangereux pour les rivières et pour tout ce qui habite et qui gravite autour de la rivière. Je n'ai pas pu prendre beaucoup de photos en dessous de l'eau parce que lorsque j'ai mis ma caméra sous l'eau, je ne voyais pas très loin à cause de l'opacité de l'eau. Ensuite, c'est le numéro 2 que vous avez vu tout à l'heure sur la carte. C'est un autre endroit. C'est un peu comme une région de lac. C'est très, très connu. Il y a beaucoup d'eau claire. Et là, j'ai pu vraiment faire de très belles photos d'espèces qui se trouvent ailleurs, mais que je voyais mieux dans cette région d'eau claire. On peut voir là vraiment ce qui est sous l'eau. Ici, je suis dans un lac. Un lac qui est tellement propre, tellement clair. Je pouvais simplement même boire l'eau du lac tellement elle était propre.
C'était vraiment extraordinaire. Vous voyez cette maison, c'est un café, c'est un lieu où les gens viennent boire un café. On voit le soleil qui frappe sur les fenêtres de cette maison. C'est pourquoi vous avez ce reflet jusque dans l'eau. Et parce que l'eau est tellement claire dans cet endroit, vous voyez également beaucoup de plantes. Beaucoup de plantes peuvent se développer. Et ces plantes deviennent presque comme des prairies. Quand vous plongez dans ce lac, c'est magnifique parce que vous voyez toutes ces plantes qui sont comme des prés, comme des prairies, et tous les poissons qui vivent dans ces eaux. La vie de rivière est vraiment très, très riche. Lorsque l'eau est plus froide, lorsqu'il y a moins de soleil, en hiver, bien sûr, les plantes meurent, mais elles reviennent à la vie lorsque le printemps revient. Ici, vous voyez le détail d'une plante donc aquatique. C'est très, très beau. Il y a également des nénuphars. Des nénuphars, ce sont donc des plantes qui peuvent pousser n'importe où, qui peuvent pousser dans différents types d'environnements, qui poussent du fond jusqu'à la surface. Et elles ont donc ces feuilles que vous connaissez à la surface, ces nénuphars qui poussent depuis le fond de l'eau et qui remontent vers le soleil, vers le haut de l'eau. Ici, c'est un nénuphar jaune qu'on utilise beaucoup dans la cuisine. C'est assez grand. J'ai pris cette photo très, très proche de la surface de l'eau. C'est pourquoi vous avez cet effet miroir. C'est beau de voir comment ces nénuphars créent comme une petite forêt. Et vous avez l'impression d'être dans une forêt, à la limite. Avec tout au long des roseaux, vous trouvez ces poissons. Ce sont des poissons qui sont très connus partout en Europe. C'est la perche ou la perche européenne, comme on l'appelle. C'est un poisson très connu qui vivent, ces poissons vivent en groupe. On les appelle en fait en école. On dit que ce sont des écoles de perches qui se déplacent en groupe. Lorsqu'ils font à peu près 10 cm, quand ils sont un peu plus grands, ils deviennent carnivores et mangent d'autres poissons. Et lorsque le lac n'est pas forcément équilibré, eh bien, toute la génération va grandir en même temps. Et lorsqu'il n'y a pas suffisamment de poissons pour leur nourriture, et comme il n'y a pas beaucoup de prédateurs, alors ils arrêtent de pousser. En suédois, si je traduis cela, vous avez qui exprime le fait que vous avez tous ces groupes de perches qui se déplacent ensemble, qui ne peuvent pas grandir davantage parce que l'écosystème ne leur permet pas. C'est ainsi qu'on peut savoir qu'un lac n'est pas tout à fait équilibré. Ici, c'est pour vous montrer comment on peut photographier des mouvements et avoir une image. C'est une technique, en fait, lorsque vous cherchez à photographier quelque chose qui est en mouvement, et de prendre une telle photo, cela prend beaucoup, beaucoup de temps. En tant que photographe de la nature, il faut vraiment avoir beaucoup de temps. Il faut passer du temps dans la nature. Nous échouons beaucoup et nous devons recommencer encore et encore. Un autre poisson qui s'est montré, je l'ai trouvé super cool, c'est tench, ou le poisson docteur, on l'appelle également. Ce sont des poissons assez gros, c'est une tanche. Ces tanches peuvent vivre dans des eaux claires, mais également dans des eaux troubles. Et ça glisse vraiment entre vos mains. C'est très gluant.
they thought that if a fish in the river or in the river or in the lake is sick, Et on pensait que against this fish and they will become cured. oui, la légende dit que si un poisson est malade, il peut se rapprocher de ce poisson et peut être guéri en le touchant. Un autre acteur important dans le système des rivières et des lacs, ce sont les crabes, les écrevisses, pardon, qui sont donc d'origine de l'Europe, qui vivent au fond de l'eau, qui creusent des trous, qui interagissent beaucoup avec l'écosystème qui les entoure. Même s'ils ont l'air compliqués ou elles ont l'air compliquées, il y a beaucoup de pinces, beaucoup de pattes. Les écrevisses peuvent aller rapidement vers l'avant ou vers l'arrière. Elles peuvent reculer vraiment très rapidement. Elles peuvent aller aussi vite en avant qu'en reculant et peuvent échapper aux prédateurs très rapidement. Beaucoup de poissons aiment les manger, beaucoup de mammifères également aiment les manger. Mais elles sont très rusées. Elles restent au fond de l'eau, elles mangent des plantes, des insectes, des escargots, etc. Donc, ce sont vraiment les animaux qui nettoient l'eau, si vous voulez. Ce sont voilà, les animaux ou les poissons qui nettoient le fond de l'eau. Ce que j'ai découvert également dans l'eau claire, ce sont les brochets. Je l'appelle le barracuda de l'eau fraîche, c'est-à-dire un grand poisson. Parfois, on peut en trouver de petite taille, mais la plupart du temps, ils peuvent devenir très, très grands. Dans ce lieu précis où je me trouvais, il y avait beaucoup d'arbres qui étaient tombés dans l'eau. C'était comme une forêt qui avait envahi l'eau. Normalement, un petit brochet ne pourrait pas survivre là. Ce sont souvent les plus grands brochets qui peuvent se promener dans ce genre d'endroit pour voir s'il n'y a pas des opportunités, des occasions de se nourrir. Donc, les petits brochets sont plus vulnérables et peuvent être mangés par les grands brochets. Ce sont les brochets qui peuvent s'aventurer ainsi, mais pas les plus petits. Voici un portrait qui a été pris d'en haut. Voici un brochet, la tête du brochet. Je suis juste au-dessus là pour prendre cette photo. Vous savez que le brochet peut atteindre jusqu'à 1,50 m et peut peser jusqu'à 28 kg. Donc, il peut être très, très grand. C'est un très grand poisson qui est vraiment impressionnant. Ici, c'est un grand brochet que j'ai trouvé au fond de l'eau. J'ai pu l'approcher vraiment tout doucement. Je ne sais pas pourquoi. Il est passé tout proche de ma tête. Et heureusement, j'ai pu prendre la photo juste à temps. Normalement, ils ne bougent pas trop. Et la seule fois où ils attaquent vraiment, où ils se mettent à bouger très vite, c'est pour attraper une proie. Donc peut-être qu'il avait vu quelque chose et s'est mis à bouger très vite, de manière assez agressive. Il ne me cherchait pas, il ne cherchait pas à m'attaquer, mais il cherchait quelque chose en tout cas. J'ai pris la photo à temps. Sous sa tête, vous voyez des points, des petits points, où il y a donc comme des capteurs. Ce sont des capteurs qui lui permettent de savoir ce qui est autour de lui. Si je devais me déplacer comme un brochet, le brochet se déplace très lentement et de manière très efficace. Donc, je me suis approché de ce grand brochet très doucement pour voir s'il tolérait ma présence aussi proche de lui, et c'est ce qui s'est passé. Ça veut dire que si nous laissons les animaux s'adapter, c'est aussi une manière de pouvoir les approcher.
Vous devez simplement savoir comment contrôler votre corps lorsque vous faites de telles choses. Je suis vraiment à 15 centimètres, tout au plus, du brochet. Je fais semblant d'être un brochet moi-même, je ne bouge pas et j'essaye de m'adapter pour pouvoir prendre cette photo. Certains de mes amis photographes, lorsque je suis rentrée en Suède après avoir passé ce temps là-bas, m'ont dit « Est-ce que tu t'es rapproché du brochet ?» J'ai dit « Oui, voilà vraiment cette image qui le prouve. » Je me suis vraiment rapprochée très très près. Si je reste assez longtemps à côté d'un brochet, après un certain temps, ils veulent montrer leur pouvoir, ils veulent montrer qu'ils sont le mâle dominant, donc ils ouvrent la bouche pour montrer leur puissance et pour montrer leur domination. Et ça s'est passé à plusieurs reprises. Lorsque j'attendais là, sous l'eau, pour photographier le brochet, tout d'un coup, il a ouvert la bouche pour me montrer qu'il était bien là. C'est sa manière à lui de me dire de ne pas m'approcher davantage. Lorsque je le fais avec différents poissons, différentes grenouilles, ou avec, je ne sais pas, des cabillaud, des morues, différentes sortes de poissons. Eh bien, la même chose se produit. Voilà un petit peu quelques impressions, quelques photos que je voulais vous partager de ce que j'ai pu photographier sous l'eau. Je n'avais pas prévu forcément d'aller là, mais c'était la condition. Ensuite, je me suis rendue donc dans le delta de l'Oder. C'est là où la rivière se jette dans la mer Baltique. C'est une région vraiment très dynamique, très intéressante. Il y a eu malheureusement un désastre écologique dans cette région juste avant, où environ 100 tonnes de poissons sont morts de manière soudaine. C'était aux informations et je ne savais pas ce que je devais faire. J'avais prévu de me rendre dans cette région et je parlais avec les personnes qui sont en charge de ces projets, qui sont actifs dans cette région. Et c'était en fait plus au sud de l'Oder, beaucoup plus au sud de là où moi je me trouvais. C'est là où s'est passé cet incident. Donc beaucoup de poissons sont morts dans cet endroit. Et bien sûr, c'était en lien avec le delta où je me rendais. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Moi, je n'ai rien vu. Je n'ai pas vu de poissons morts. Mais la théorie de la raison pour laquelle ça s'est produit, c'est que l'été avait été très chaud, que l'eau était très basse, qu'il y avait peu d'oxygène dans la rivière. Voilà les raisons qui ont été données pour expliquer ce phénomène. Et tous ces éléments se sont combinés avec également le sel et d'autres formes de pollution qui ont provoqué cet orage quelque part. Et c'est ce désastre écologique dans la rivière de l'Oder. Ça, c'est la théorie. J'ai vérifié encore hier et on ne sait pas vraiment exactement ce qui s'est passé. Les gens ne veulent pas forcément continuer d'explorer cette question, donc je ne peux pas en dire davantage sur ce sujet pour le moment. Donc, je suis quand même allée au delta de l'Oder, je m'y suis rendue. Malgré tout, et vous voyez ici des toutes petites rivières au milieu de cette forêt. Ce sont deux rivières que j'ai analysées. Et vous voyez ici des rivières très claires qui vont dans le delta de l'Oder. Et c'est un endroit magnifique. C'est Artun, c'est quelqu'un qui travaille donc dans le projet de réensauvagement de la région. Et donc, il travaille au niveau des rivières pour laisser vraiment la nature reprendre le dessus. C'est ce qu'on appelle le retour à la vie sauvage.
le réensauvagement, nature heal itself. c'est laisser la nature se guérir par elle-même. This is a aerial shot. If you look straight down, Si vous regardez de près cette photo, that's the river. vous voyez la rivière en bas. On the upper side, that's me standing here and driving the Et drone. on me voit avec, c'est donc une photo prise depuis un drone et je suis en bas en train de piloter le drone. Above the river bank down there, you can see there's a lot of tracks from cars. Vous voyez également beaucoup de traces de pneus de voitures. To give this river a favorable spawning Donc ground. On cherche à redonner à cette rivière son état, de lui redonner son état sauvage, mais vous voyez le dégât qui a été fait autour de cette rivière. Mais en l'espace d'une année, la rivière va pouvoir se guérir elle-même grâce à ce projet de réensauvagement. C'est une question de temps. Tout proche de la rivière, vous voyez une araignée verte. Je me suis également rendu dans une autre région c'était un endroit qui a été à nouveau aménagé avec des marécages pour ramener de l'eau dans ces marais. C'est une région qui avait été asséchée avant par des brûlages. Mais le système qui avait été mis en place pour que cet endroit reste sec a été endommagé, donc ils ont décidé de transformer cette région et d'y laisser des marais. Et la vie sauvage est revenue. À présent, vous retrouvez beaucoup de hérons qui pêchent le poisson, qui le mangent. Et d'autres espèces viennent aussi pour voler les poissons. Donc, ils doivent apprendre à voler très vite. Donc, ces régions qui ont été à nouveau transformées en milieu humide apportent beaucoup de diversité d'oiseaux. Ce sont des oiseaux qui volent au-dessus des marécages, qui sont probablement en route pour migrer. Donc, la rivière Oder et le delta de l'Oder sont quelque part comme un arrêt de bus pour les oiseaux lors de leur migration. Mais beaucoup de vie sauvage reste aussi au niveau du delta et ne se déplace pas. Le delta est comme une histoire à succès pour tout ce projet, puisque vous voyez ici les oiseaux qui restent sur les branches. De nos jours, cette région est la région qui a le plus d'aigles en Europe. Ça a été réintroduit il y a une centaine d'années et nous voyons ces aigles revenir puisqu'il n'y a plus de chasse, ils ne sont plus menacés, il n'y a plus de pesticides, d'engrais, de choses comme cela. Mais surtout parce qu'il y a de nouveaux habitats là où peuvent vivre et rester ces aigles et se reproduire. Ici, c'est le plus grand aigle que vous trouvez en Europe, qui a une ampleur de 2 mètres de long. Ces sortes d'aigles aiment beaucoup l'eau et on les trouve souvent autour des eaux, des lacs, des zones humides, des mers également. Ce sont des prédateurs que l'on trouve surtout dans les zones humides. Ici, on le voit en train de s'envoler proche des roseaux, attendant de voir s'il y a peut-être des poissons qui seraient en surface qu'il pourrait attraper. C'est quelqu'un que j'ai rencontré du côté de la Pologne. C'est un naturaliste de Pologne qui amène des groupes pour voir la vie sauvage. Il les amène par bateau
Il s'appelle Peter. Je suis sortie avec lui pour voir si on pouvait se rapprocher du lieu où se trouvent les aigles. Tout comme les pêcheurs dans le delta, ils jettent également des appâts pour pêcher, et souvent les aigles vont attraper ces appâts, et lorsqu'il l'a fait, instantanément, l'aigle s'est présenté pour attraper le poisson. Voilà, c'était un peu des photos que j'ai prises dans la région de Havel, dans le Havel, la région Havel inférieure et les lacs d'eau claire. Et ce que j'ai découvert dans cette région, voilà quelques photos que j'ai partagées avec vous. À présent, quels sont les bénéfices et les avantages de la vie sauvage? Pourquoi est-ce que c'est important de garder ces eaux claires, ces eaux douces? Nous devons traiter vraiment l'eau claire comme étant essentielle pour notre vie parce que effectivement nous dépendons de l'eau claire. C'est une ressource fondamentale. Il n'y a que 3% d'eau fraîche et un seul % de l'eau qu'on peut utiliser pour boire, de l'eau potable. Et la biodiversité donc est clé à la stabilité de la nature, et la nature est la clé de notre survie. C'est pourquoi l'eau claire est importante dans nos vies. Bien sûr, cela sert aussi à nos activités récréatives. C'est très important de passer du temps dans la nature, mais c'est également aussi une source de nourriture, d'alimentation. L'eau claire nous apporte de la nourriture. Et toute la nature qui l'entoure également, ce sont des sources de protéines. Si nous voulons manger du poisson, eh bien, il faut continuer de soutenir les petits systèmes d'exploitation. Vous devez faire attention à ce que vous mangez, à quel type de poisson vous mangez. Ces environnements d'eau fraîche, d'eau claire permettent également d'apporter un certain revenu pour toutes sortes d'activités. C'est aussi une fierté locale. Les gens vont venir là pour louer des petites maisons de vacances, pour faire du bateau. C'est très important aussi. Dernier point que j'aimerais souligner, c'est pour vous donner quelques conseils. Que pouvons-nous faire à notre niveau? Voilà quelques exemples. Nous pouvons soutenir, par exemple, une action de nettoyage de la rivière. C'est ce que j'avais fait. C'était organisé par Rewilding Europe. Une autre action, c'est de consommer des produits bio, sans engrais, sans pesticides. Les pesticides, en général, terminent dans l'eau. Une autre chose importante, un autre conseil que je donne souvent aux jeunes, c'est simplement d'aller dehors, d'être curieux, de quitter vos écrans pendant quelque temps et de sortir dans la nature, d'explorer la nature. Vous vous sentirez bien et vous trouverez cela vraiment intéressant. Même dans votre quartier, dans votre voisinage, très souvent, je sors pour courir là où j'habite. Vous trouverez même de la vie sauvage dans votre jardin ou dans votre entourage. Vous trouverez des choses à explorer, même si ce n'est pas aussi sauvage que d'aller dans certaines régions. Dernier point à mentionner ici, c'est que nous protégeons ce que nous aimons. Comment protéger quelque chose si nous ne savons pas que la chose existe? Moi, je parle beaucoup de cela dans mes rencontres avec les élèves parce que j'en fais l'expérience. C'est important, en tant que jeune, de vous reconnecter à la nature ou de vous connecter à la nature. Je voudrais remercier encore la Fondation Iris qui soutient cette mission, qui soutient l'aventure de Christophe. Vous trouverez ici mes comptes Instagram, l'adresse mail et ma page Internet si vous voulez me poser des questions, si vous voulez simplement consulter ma page Internet. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Magnus, pour une très belle présentation. Merci d'avoir partagé ces photos merveilleuses et de nous montrer vraiment la nature et la beauté des rivières européennes.
Je voulais également vous remercier de nous avoir rappelé le fait que nous ayons une responsabilité, un rôle à jouer à notre niveau. Donc vraiment, merci beaucoup. Merci. Je vais essayer de continuer en anglais pour poser quelques questions, les questions que nous avons reçues de nos auditeurs. Première question. Comment est-ce que vous avez eu cette passion de la photographie de la nature? On me pose souvent cette question, c'est assez étrange. Mes parents n'étaient pas comme ça, mais mon frère et moi, nous étions comme cela depuis très jeunes. Je pense, j'ai toujours eu cette passion. Je regardais Jean-Yves Cousteau à la télé, j'étais très, très inspirée. En général, c'est comme ça, vous êtes inspiré par quelqu'un qui fait cela et qui vous inspire. C'est ce que j'essaye de faire également à mon tour. Mais je pense que c'est mon père, en fait, qui avait un jour acheté un magazine et avec mon frère, on a commencé de le lire. C'était un magazine sur la nature et on voulait en savoir davantage. C'est comme ça que c'est né en moi. Merci. Il y a des magazines comme cela en France également aujourd'hui. Par exemple, pour les enfants, vous avez un magazine qui existe, qui est vraiment très, très bien aussi, qui montre l'environnement, la nature. Si on parle à des élèves qui ont entre 10 et 13 ans, on peut leur dire que c'est bien de regarder des petites vidéos sur des chats ou des chiens, des vidéos rigolotes, mais ils peuvent également chercher des contenus sur les réseaux qui parlent de la vie sauvage. C'est aussi très intéressant. C'est là où vous pouvez aussi trouver l'inspiration. C'est le début, en tout cas. Pour des communicants comme moi, c'est important de pas simplement de partager ce que moi j'ai vu, mais également les réseaux sociaux, oui, peuvent jouer un rôle important. Oui, merci. Une autre question. Comment avez-vous appris la technique de la photographie? Comment est-ce que j'ai appris? Je pense qu'on peut appeler ça autodidacte. Je pense que je suis un autodidacte qui sait vraiment, qui a appris par lui-même. Lorsque j'ai commencé, j'étais fascinée par les images, mais lorsque j'ai commencé, j'ai débuté, je n'y connaissais rien du tout. Et c'est au fur et à mesure que je me suis formée, que je me suis instruit, mais je n'ai eu aucune formation particulière en photographie. La photo sous-marine n'était pas vraiment développée lorsque moi j'ai débuté. Je n'y connaissais rien. J'étais vraiment nouveau. Et parce que j'étais nouveau, justement, je pouvais faire de nouvelles choses. C'était quelque part un avantage. Un jour, le téléphone a sonné. J'ai répondu. Et c'était un des enfants de Jacques-Yves Cousteau qui m'avait appelé pour me demander des conseils sur la photo sous l'eau. Et je me suis dit, waouh, ça c'est vraiment incroyable. Pour moi, c'était mon idole. Et là, c'était son fils qui me demandait des conseils. C'était incroyable. Concernant l'équipement pour le poids. Est-ce que le poids, est-ce que les caméras, les appareils photo que vous utilisez sont lourds? What is the weight of all this stuff? Yeah, I was counting on that because the camera is very heavy.
Eh bien, effectivement, la caméra est très, très lourde. Et tout l'équipement que j'utilise est très lourd. Mais même si je devais mettre tout mon équipement de plongée avec le tube et la caméra, mais malgré ça, je ne vais pas couler. Et je suis un peu comme un bateau qui flotte parce que j'utilise beaucoup d'eau, donc je dois quand même mettre des poids lourds sur moi. Et lorsque je marche, c'est 60 kilos que je porte sur moi, 60 kilos. Mais quand je suis sous l'eau, bien sûr, je ne le sens pas, bien sûr. Okay, fine. Comme si je n'ai plus de poids. Another question is, Une do autre you need question, different material when est-ce qu'il vous faut when différents you photography types in, d'équipements salted water or lorsque vous êtes dans de l'eau salée? Si vous êtes dans de l'eau douce ou dans de l'eau salée, est-ce que vous utilisez différents types d'équipements et est-ce que la différence de température de l'eau, different materials? Material, okay. Yeah, I think when you're in the ocean, alors effectivement, quand on est dans l'océan, on flotte davantage. Vous êtes comme une bouée. C'est beaucoup plus difficile de couler. Sinon, c'est à peu près le même type d'équipement que j'utilise. Que ce soit dans l'eau salée, dans l'eau fraîche, c'est à peu près la même chose. Par contre, les sujets sont différents. Si le sujet que je photographie fait 1 centimètre ou c'est quelque chose d'énorme, c'est ça qui va changer. Pour moi, lorsque vous êtes sous l'eau, vous avez déjà choisi l'objectif que vous allez utiliser. Donc, à chaque fois, vous êtes obligé de ressortir et utiliser un autre objectif. Donc, pour moi, c'est plutôt la visibilité qui va faire la différence d'équipement. I'm sure the children will be really interested in this kind Je of, suis sûre que les enfants sont très intéressés par ce type d'informations que vous leur donnez. during your different missions Au for cours de vos Europa différentes Aram, missions pour l'Europe à la rame, what was the most surprising? ou lors de votre expédition de préparation pour l'Europe à la rame, quelle a été votre anecdote peut-être la plus drôle ou pour quel moment, quelle photo avez-vous eu le plus de plaisir? Ce qui m'a vraiment surpris, c'était le Neutréa. Je n'avais pas préparé cela, je ne m'étais pas attendu à le voir. Lorsque je les ai vus, c'était quelque chose qui m'a beaucoup surpris. Donc, c'est cet animal qui ressemble à un raton, une sorte de raton laveur. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est? Et ensuite, j'ai trouvé ce que c'était. C'était quelque chose qui s'est passé comme ça, de manière spontanée, tout à fait inattendue. Donc, comme si vous êtes un photographe expérimenté, vous savez lorsque vous avez de bonnes occasions à saisir. Nous sommes comme les animaux que nous photographions. Nous devons être opportunistes, nous devons saisir ce que nous trouvons. Et une autre anecdote peut-être plus drôle. Qu'est-ce qui a été drôle? Toutes les personnes que j'ai rencontrées en Allemagne qui m'ont beaucoup aidé. J'étais chargée, j'étais seule en mission avec tout cet équipement très lourd. Et des gens que je n'avais jamais rencontrés avant sont venus me poser des questions, sont venus m'aider. J'ai reçu beaucoup d'énergie de ces rencontres. Et lorsque je remontais à la surface après avoir plongé, il y avait toujours des gens qui m'attendaient et ils me regardaient, ils me posaient toujours la même question. Est-ce qu'il y a quelque chose là-dessous? C'est toujours la même question qu'ils me posent. J'ai dit oui, bien sûr. Ils me demandent si je travaille pour des compagnies d'assurance. J'ai dit non, je photographie la nature et je leur montrais mes photos. C'était vraiment très drôle, mais c'était formidable de rencontrer ces gens, ces personnes qui ont une fierté locale concernant leur environnement, mais qui ne savent pas vraiment ce qui est dessous. Et quelque chose de triste peut-être, c'était de voir ces eaux qui étaient tellement riches en nutriments, qui étaient tellement vertes. On voyait à quel point cette eau était vraiment endommagée ou affectée. J'imagine que cela a à voir beaucoup avec les fermes alentour
always a combination of things. Bien sûr, c'est And I toujours know une that they've combinaison de done a lot of plusieurs work there, and they éléments. put in a lot of money, and there's a lot of nice places there. Il y a beaucoup But de still, it is a beaux long way to endroits, go. You don't do like that. And that is euh, sad to see that, mais c'était triste de voir que l'eau était dans cet état, that even in an area like that, it has those problems. Mhm. même dans un tel endroit qui n'est pas un It endroit will be facile very d'accès. interesting, sorry, Effectivement, to analyze ce the serait water intéressant d'analyser Yeah. l'eau before some places and after some places to see avant the et impact, après pour voir especially for, l'impact. areas. Also, maybe L'impact. they know that better than me, but maybe it's also depending on which time you're there. Ça dépend également de la période ou de la période de This is l'année. affecting, the summer and late Je pense qu'il summer. peut y avoir une It's, différence entre l'été more likely et to have l'automne. the algal bloom, at least. Okay. Yeah. Okay. And to finish with a positive note. Termine peut-être sur une note positive. Une question positive. What give you hope? Qu'est-ce qui vous a donné de l'espoir? Qu'est-ce qui a été source d'espoir au cours de cette expédition? Qu'est-ce qui vous a donné de l'espoir? Il y a pour moi une directive de l'Union européenne concernant les eaux fraîches et l'environnement des eaux fraîches. Ce sont des ambitions politiques très, très élevées. Donc, pour tous les lieux où il y a de l'eau fraîche, pour les zones humides, pour ces régions. Donc ça, c'est un très bon début pour moi. Il y ait ces décisions politiques qui soient prises, mais dans la réalité, ce qu'on voit, c'est que la mise en application de ces directives n'est pas vraiment au rendez-vous. Il y a une ambition, ça c'est sûr. Aller dans des endroits qui sont très peuplés, aller dans des endroits qui sont cultivés, cela demande beaucoup de sacrifices pour pouvoir maintenir des eaux claires et des eaux fraîches. Mais peut-être la chose la plus positive, c'est que la nature n'est pas fâchée. La nature va vous le rendre si vous lui donnez la capacité de se régénérer. C'est comme la bonne mère, si vous voulez. Merci beaucoup, Magnus, pour vraiment une présentation exceptionnelle et des photos exceptionnelles. Merci de m'avoir invité, de vous être occupé de moi. Et j'espère qu'on se retrouvera entre le mois de mai et le mois de juin lors de l'expédition Europe-Alaram. Je pense que je serai là vers la fin de l'expédition lorsqu'il arrivera à Paris. Je pense que j'y serai. C'est là mon objectif en tout cas. Merci à Dominique, notre interprète, mais je suis sûre qu'elle a bien travaillé. Merci à vous. Bonne journée. Bye bye.